Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique. Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'école branchée. Alors, bonjour à tous. Je suis présentement à Nice, à l'Université de Nice, et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Yanis Ali-Ferris. Bonjour Yanis. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Yanis, je t'invite à faire un petit portrait de ton parcours qui te mène aujourd'hui. Tu es professeur à l'université ici. Est-ce que tu veux faire état de ton parcours à nos auditeurs? Avec plaisir. Je suis enseignant-chercheur à Nice, et au niveau enseignement, je suis à Polytech Nice-Sophia, qui est l'école d'ingénieurs de l'université Nice Sophia Antipolis. Donc, physicien à la base, je rappelle toujours un cours de didactique de physique en 4e année que personne ne prenait vraiment au sérieux à l'époque. Et donc, des années après les études, la thèse, etc., quand j'ai été recruté à l'université, je me suis posé la question, chouette, voilà, j'ai eu ma thèse, j'ai eu mon poste, mais comment je vais enseigner à l'université? Et je me rappelle toujours, je suis allé demander à des librairies en France, à Athènes, est-ce que vous avez des livres pour enseigner à l'université? On m'a regardé, mais vraiment comme un ovni, en me disant, mais monsieur, ces livres-là n'existaient pas. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça n'existait pas. Et donc, je commençais à enseigner comme tout le monde, en reproduisant les modèles transmissifs, frontales, voilà, tout ce que j'avais vu. Et petit à petit, j'ai commencé à changer de paradigme et aller vers quelque chose de ce que moi j'appelle plus evidence-based teaching. Donc, suivre la bibliographie, lire des livres, bridging the gap entre la théorie des didacticiens qui est assez inaccessible pour l'enseignant-chercheur lambda dans l'université qui fait sa recherche en biologie, en physique, en électromagnétisme, comme c'est mon cas, et qui n'a pas le temps, qui n'a pas surtout les compétences pour accéder à un texte technique des didacticiens adressés à leurs collègues. Mais pourquoi est-ce que tu disais que tu utilisais le modèle frontal et puis soudainement, quel est le point de bascule ou est-ce que tu as décidé de changer tes approches pédagogiques? Je pense que la première occasion, c'est des entretiens autour de la machine à café avec un collègue chercheur à UBC, University of British Columbia, qui me parlait des clickers, donc les boîtiers de vote électroniques en bon français, et donc toute l'interactivité qu'il arrivait à construire autour de ça dans l'amphi. Et c'est là où j'ai recommencé à lire mes premiers articles scientifiques sur les clickers, les bonnes pratiques, les usages, et petit à petit comment on construit des questions, qu'est-ce que ça veut dire une bonne question, et ça va encore plus loin, taxonomie de Bloom, et qu'est-ce que ça veut dire apprendre, d'après quel niveau. Et finalement, petit à petit, tout ça, ça a commencé à prendre forme et à avoir un cadre pour se repérer et être là-dedans. Donc, je peux dire que ça m'a passionné, j'ai commencé à passer beaucoup du temps à lire, à découvrir, donc à faire ma biblio, comme on dirait en recherche, mais dans des journaux qui sont vraiment des journaux des praticiens. Il y a beaucoup de biologistes qui publient ce genre de choses, des physiciens aussi maintenant. Des articles sur l'éducation, mais pour disons, les non-spécialistes. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais en classe dans ce cas-là maintenant? Voilà, actuellement, donc, ça fait quelques années que je fais ce qu'on appelle la classe inversée, flipped classroom. Donc, une fois que j'avais compris que finalement j'étais beaucoup plus utile auprès de mes étudiants en présentiel pour les accompagner dans les niveaux d'apprentissage élevés, donc analyser, synthétiser, évaluer, plutôt que de leur présenter l'information, tout le blabla, qui peut être disponible par ailleurs maintenant. Donc une fois que j'ai senti ces besoins, donc j'ai gagné du temps en amphi, en présentiel, en externalisant tout ce qui est présentation de contenu. Donc j'ai tourné des vidéos sur fond vert, etc. Et j'ai remplacé ces temps principalement par des questions clickers dans l'amphi avec le peer instruction, donc l'apprentissage par les pairs. Et voilà, toutes ces techniques qui se font dans l'amphi avec le travail en groupe. Après, ça s'est généralisé, les mêmes groupes pérennes au niveau de TD. Et après, j'ai équipé des salles TD avec des tableaux blancs pour que le travail en groupe puisse vraiment avoir lieu. Et
Quelque part, je pense que j'applique les choses qui se font beaucoup dans le primaire en France, mais qui ne se font pas du tout dans l'université parce qu'on est tous autodidactes et on se base sur l'intuition. Et l'exemple que je prends souvent, c'est qu'avec mon intuition, le soleil tourne autour de la Terre. Et si je me base seulement sur mon intuition et mon expérience personnelle, je ne pourrais pas aller plus loin. Voilà. Donc, quels sont les résultats de tes nouvelles approches par rapport à tes élèves? Qu'est-ce que tu as pu observer en termes qualitatifs, mais aussi en termes quantitatifs? Donc, peut-être le résultat, est-ce que ça a varié à la hausse, à la baisse, ou c'est demeuré pareil? Et aussi en termes quantitatifs, les élèves ont réagi comment par rapport à ça? Alors, les élèves au début, ils sont assez déroutés parce que globalement, c'est pas comme ça qu'ils ont vu un cours, c'est pas comme ça qu'ils imaginent les cours. Donc, dans leur imaginaire, un prof à l'université, il est là dans un amphi faire un cours magistral et poser peut-être des questions du genre est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris? Et au bout de quelques secondes, continuer. Voilà. Quelqu'un qui pose vraiment des questions assez challenge, avec un choix de réponse assez nuancé, où il faut vraiment réfléchir, où il faut voter une première fois, discuter avec les voisins, voter une deuxième fois, faire un débat en classe, etc. Ben, ça, c'est quelque chose d'assez assez nouveau pour eux. Et donc, il y a toujours au début un peu de résistance. Surtout, bon, c'est aussi la recherche qui nous dit que voilà, ça ne colle pas avec l'imaginaire collectif et le rôle du prof. Et après, ce que je constate, ce que j'adore vraiment, c'est que, bon, premièrement, ça m'a pris beaucoup de temps pour faire la transition. Bon, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Et je fais l'erreur d'aller directement, de franchir les pas à une seule année. Alors que si c'était à refaire, j'irais parfois en pas plus petit, de façon plus progressive, à la petite dose, et je pense que c'est la bonne manière. J'étais tellement enthousiaste que quand j'ai eu un financement pour un projet qui s'appelait à l'époque de pédagogie innovante, voilà, c'était le moment de franchir la ligne et d'aller très loin. Mais donc, ce que je disais, c'est que finalement, j'ai franchi les pas d'un seul coup, mais après j'ai ajouté progressivement autre chose. Et par exemple, depuis quelques temps, chaque semaine, autour de vidéos en ligne, etc., le flip classroom classique, ils ont des activités à faire. Et une des activités, c'est d'interagir sur un forum autour de ce qui n'est pas clair. Donc, The Muddiest Point, une activité assez classique qu'on trouve chez les anglo-saxons. Et là, pour la première fois, je vois quelles sont les questions que mes élèves, futurs ingénieurs, ils se posent vraiment. Et donc, je peux réagir et répondre à les questions qu'ils ont, eux, à se poser. Et ce qui est génial, c'est que parfois, ils se posent des questions qui sont excellentes, des questions que je ne m'étais jamais posées alors que j'enseignais le cours depuis des années. Et je trouve ça extraordinaire, arriver à voir cette information, vraiment, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, comment eux, ils appréhendent les choses, qu'est-ce qu'ils font avec ces contenus et sortir de ce que nous, on imagine qu'ils sont en train de faire. Et au niveau des résultats, est-ce que c'est comparable? Alors là, je peux dire que moi, je n'ai pas fait une vraie analyse scientifique par rapport aux résultats. Et en même temps, j'ai changé tellement des choses, j'ai changé aussi la façon d'évaluer. Donc j'ai traduit beaucoup de concepts. Parce qu'en physique, il y a quelque part, c'est qu'il y a initié ces changements, surtout dans les physiciens, ça vient des années 90 à peu près, le FCI, le Force Concept Inventory, et les premiers articles qui ont montré que les étudiants en physique, en mécanique du mouvement, ils pouvaient être capables de résoudre des exercices, des problèmes, les équations, les maths, et en même temps avoir des concepts d'Aristote alors qu'ils utilisaient la physique de Newton. Et les deux coexistaient sans que personne ne s'en rende compte. Et donc, je commençais à introduire dans mes évaluations aussi une partie sur les concepts, les questions cliquaires, c'est sur les concepts, et à travailler sur les deux parallèlement. Donc, ce que je dois dire par là, c'est que je n'ai pas un résultat chiffré pour dire leurs évaluations ont progressé de 10-20%. Donc, je ne vais pas donner un chiffre comme ça. Ce que je vois, c'est que globalement, ils ont je dirais, c'est vague, mais une meilleure compréhension surtout des concepts sous-jacents de la théorie. Et deuxièmement, on voit peut-être un peu moins de choses, mais on les voit mieux en profondeur et surtout travailler par eux. Travailler vraiment et accompagner dans tous ces développements. Le retour que j'ai après des années, un certain nombre d'étudiants, maintenant ça commence
ils ont toujours un retour positif. Ils reviennent toujours en me disant finalement c'était très bien ce qu'on a fait, c'était différent, ça nous a dérouté au début, mais voilà, c'est des choses qui restent et qu'on garde pour la suite. Par rapport aux collègues, les autres profs, est-ce qu'il y a un inconfort par rapport à ça? Est-ce qu'il y a d'autres qui ont décidé, hey, c'est une bonne idée, je vais essayer moi aussi? Comment c'est vécu à l'interne? Oui, donc souvent je dis qu'en ce moment, je ne sais pas combien de temps ça va durer, on vit dans un état quantique avec dans deux états quantiques qui sont superposés. Donc on vit dans les deux paradigmes, le paradigme qui dit qu'en gros, je caricature, il suffit que les étudiants viennent avec du cerveau disponible et nous on est là pour le remplir bien comme il faut. Et notre paradigme qui dit, ben non, il faut le construire, il faut créer les interactions entre les pairs, il faut les mettre dans des situations d'apprentissage. Donc, et c'est dans ces directions que je travaille. Je suis en partie déçu parce que je n'ai pas pour l'instant réussi à créer un changement, la vague de marée qui allait tout modifier. Ça va venir. Pour l'instant, j'essaie de donner les moyens. Donc, on a un certain nombre de clickers que distribue aux étudiants en début d'année, récupérés en fin d'année. Donc, l'infrastructure est là et toute la gestion des clickers. Donc, tout ça, c'est fait. J'ai quelques collègues qui les utilisent aussi dans d'autres cours, sans aller vers le cours inversé. Donc, dans un cours traditionnel qui injecte un certain nombre de questions. J'ai réussi à faire équiper un certain nombre de salles avec des tableaux blancs tout autour pour faciliter le vrai travail en groupe, visible par l'enseignant et pas sur un bout de papier que personne ne peut vérifier. Voilà, je dirais, ce sont des approches plutôt simples. Je dirais, dans une bonne école primaire, ça marche comme ça, mais à l'université, comme je disais tout à l'heure, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, pour l'instant, j'ai pas de suivi par rapport à ça. Donc, on est quelques-uns à travailler en groupe comme ça, et peut-être ça va venir la suite. Et ce qui manque aux enseignants-chercheurs à l'université, au moins française, c'est c'est le temps qui manque à tout le monde. Deux, c'est la reconnaissance, parce que si on voit de façon très objective et froide nos critères d'évaluation, pour l'instant, l'investissement pédagogique n'y est pas tellement. J'ai des signaux clairs que ça, c'est en train de changer, mais ce n'est pas encore vraiment perçu par tout le monde. Donc, quelqu'un qui va faire un vrai calcul rationnel comme il faut, il peut se dire que ce n'est pas la peine de passer du temps à changer son approche pédagogique, etc. Parce que de toute façon, ça va pas réfléchir, ça va être réfléchi quelque part dans ces critères d'évaluation. Alors, je reviens, ça change, mais on aurait besoin encore de quelques incitations de la part du système pour que le changement ait vraiment lieu. Et après, il y a une autre chose. Et là, je pense qu'il y a un vrai malentendu autour de l'innovation. Parce qu'on parle souvent en France de pédagogie innovante. Et pédagogie innovante, je pense qu'on met la barre très haut. On fait croire aux gens qu'il faut être justement créatif, innovant, disruptif. C'est le mot clé qu'on utilise maintenant. Et ça, c'est too much. Donc, moi, le message que je répète à mes collègues quand on me parle, oui, mais tu es innovant et tout, moi je dis, mais je n'ai rien inventé. J'ai juste commencé à lire la biblio, j'essaie d'être au courant de ce qui est publié et je vois des idées qui sont validées d'abord par la recherche, donc voilà, avec les p-values, les tests statistiques et tout ça, et qui sont validées aussi par une théorie derrière, comment on apprend. Parce que la plupart des enseignants-chercheurs, comme on n'a pas de vraie formation en pédagogie, on ne sait pas comment on apprend. On n'est pas au courant des avancées, des state of the art aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on sait sur l'homo sapiens et son cerveau en mode apprentissage? Donc chacun part avec son intuition, ses modèles personnels qui ne sont pas forcément les bons. Donc voilà, moi je vais piocher là-dedans des idées qui me paraissent intéressantes et j'essaie de les adapter dans le contexte voilà, précis de mes étudiants, de ma formation. Mais il n'y a pas une vraie créativité, il n'y a pas d'innovation dans ce que je fais. Voilà, je me base sur des principes qui sont là. Et donc, parler d'innovation pédagogique, voilà, moi je parle plutôt de evidence-based teaching. Voilà, c'est tout. Changer de modèle et voir ce que dit la recherche et essayons de l'appliquer pour mieux enseigner et surtout pour que nos étudiants apprennent mieux. À la fin, pour moi, c'est une question de bonne gestion d'argent public.
J'étais arrivé à le voir comme ça. Je me rappelle toujours ma dernière séance en amphi. J'avais déjà le financement pour changer. J'ai regardé l'amphi qui était vide et je me suis dit, plus jamais ça. Ouais. Je change. Mais écoutez, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Yanis. Moi aussi, ça m'a fait plaisir.